européenne, c'est important. Il ne faut pas la galvauder. Nous, c'est vraiment une élection importante. Et pour le monde agricole, qui est très présent en Creuse, c'est une élection hyper importante. Parce que la politique agricole commune qui sera définie lors de la prochaine mandature à la fois du Parlement européen et voilà, le budget va être fixé là d'ici 1 an et demi. Et après, il y aura le budget plus la politique agricole commune qui va être déterminée, qui sera votée par le prochain Parlement européen. Et c'est pas neutre du tout la future politique agricole commune qu'on aura. Donc moi, je compte bien m'investir pleinement dans les élections européennes. Voilà, on est en train de rechercher des personnalités qui ont des connaissances au niveau du monde agricole pour être présents en position élective sur la liste des européennes de la République en marche, parce que c'est hyper important d'avoir des interlocuteurs fiables au niveau agricole. Vous y serez, vous, sur cette liste ? Non, a priori, je ne serai pas, parce qu'on ne peut pas cumuler député à l'Assemblée nationale, député au Parlement européen. Voilà, il faudrait choisir à un moment ou un autre. Ça semblerait compliqué. Là, pour le coup, je serais obligé de ne plus être sur l'exploitation, parce que entre Bruxelles et Paris, il y a quand même une petite différence de distance. Donc non, je ne crois pas. Non. À l'heure actuelle, c'est pas d'actualité. Mais la liste est une liste nationale. Oui, c'est une liste nationale. Voilà. Donc, la position éligible possible pour un candidat sur la liste de candidats à la Creuse. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que vous, puisque la Creuse représente pour M. Macron un enjeu, hein, c'est la vitrine de la ruralité, vous en êtes le porte-parole, le porte-voix. Est-ce que ça c'est envisagé? Est-ce que ça Oui, c'est dans les discussions. Après, la liste, elle n'est pas du tout arrêtée pour le moment. Pour l'heure, il y a juste la structure qui va être mise en place, qui va justement sélectionner les candidatures qui vont. Voilà, j'ai eu quelques échanges la semaine dernière. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place au niveau du mouvement, au niveau national, pour sélectionner les personnalités qui seront dans la liste. Donc on verra. Pour le moment, on n'est pas mais encore. Une position éligible pour un représentant de la Creuse, c'est pas quelque chose. C'est pas irréaliste, non. Il faut qu'on étudie sérieusement la question. Vous poussez un candidat Limousin d'ailleurs ou pas sur cette liste? Là aujourd'hui c'est un peu prématuré, honnêtement les candidatures ne sont pas ouvertes donc ça me semble un peu prématuré mais ça me semblerait logique qu'il y ait un représentant de la ruralité du Massif central, on va dire du Limousin et Massif central au sens large, oui ça me semblerait, il va falloir qu'il y ait des gens qui viennent d'un peu partout, clairement sur une liste comme celle-là pour qu'elle soit la plus représentative de la France possible. Donc vous allez faire une campagne très orientée agriculture et ruralité. Vous comptez moi perso, mais pas que la République en marche, il n'y aura pas que cet axe-là dans la campagne de l'État. Oui. Vous vous appuyez sur la loi alimentation. Alors, pour rencontrer pas mal d'agriculteurs comme vous, ils ont quelques doutes quand même sur l'histoire du prix fabriqué à partir des coûts. Vous allez tenter de les rassurer là-dessus? Oui, je pense que le président de la République a contribué aussi à les rassurer, puisqu'il a rencontré l'ensemble des syndicats agricoles pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, ou les semaines dernières, oui. Donc il a donné un timing pour la définition de ces indicateurs de coûts de production et pour le fait qu'ils soient adoptés par les interprofessions, puisqu'il a donné un timing serré dans le mois de septembre où il y aura une rencontre entre les syndicats et le Premier ministre, puis une autre rencontre entre les syndicats et le président de la République pour justement mettre la pression sur les différents opérateurs, donc que ce soit les transformateurs agroalimentaires ou la grande distribution, pour se mettre d'accord avec les professionnels et les agriculteurs sur des indicateurs de coûts de production qui seront pris en compte dans les calculs de prix. Donc ça, le timing est serré. La loi, elle revient à l'Assemblée nationale début septembre, la première semaine de septembre. Et à la suite de ça, il y aura des rencontres multilatérales avec le Premier ministre et avec le Président de la République pour mettre la pression sur les parties prenantes pour aboutir sur ces indicateurs. D'accord. Vous pensez que vous arrivez aussi à localiser ces indicateurs de coûts? On entend ça aussi. Oui, mais ça pour le coup, et on a eu des échanges encore avec les JA ce midi, puisqu'ils avaient fait l'opération Sourire sur l'aire des Monts-de-Guéret. Il faut éviter les indicateurs régionaux parce que ça n'aboutira qu'à des distorsions régionales. C'est-à-dire qu'on a un risque à ce que les acheteurs se concentrent sur des régions où ça coûte le moins cher à produire et on risque pas d'être dans les régions du Massif central. Je veux dire, il coûte 1 kilo de viande, si on va par là, coûte moins cher à produire en Bretagne puisque vous avez les ports qui sont plus proches, vous avez les lieux de consommation qui sont plus proches aussi, et donc vous allez aller vers des distorsions régionales si vous prenez des coûts de production régionaux. Donc ça, c'est franchement pas la bonne idée pour moi. Il faut vraiment prendre des moyennes et après essayer de faire converger l'ensemble des producteurs sur ces coûts de production moyens. Ça, c'est pour les européennes. Pour les municipales, est-ce que vous avez affiné votre plan de bataille et vos candidats potentiels, votre manière de faire? Alors tout d'abord, il est hors de question de présenter un candidat dans toutes les municipalités et toutes les mairies. Ça serait complètement irréaliste. La plupart des mairies, on sait bien, en Creuse, ne sont pas politisées. Il y a déjà certaines communes où il est déjà compliqué de trouver une liste complète pour présenter au municipal, donc il est hors de question d'aller
se mettre partout. Et après, on a des discussions. On a des discussions sur Guéret, on a des discussions sur Bourganeuf, on a des discussions sur la Souterraine, sur Aubusson, évidemment. Voilà, juste des discussions, pas encore des noms non, je ne vous annoncerai pas un nom aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. On a des discussions avancées et ça sera parce que je suis député, je ne suis pas aussi. Enfin voilà, j'ai ma mission à remplir aussi. Et donc voilà, le suppléant qui a été désigné par le mouvement, c'est le nouveau qui a été désigné, c'est Vincent Turpina. Donc, qui va être aussi en charge de ça. Donc je vais lui passer la patate. C'est-à-dire des discussions sur les alliances, oui, avec les différents partis, avec les différentes personnalités aussi. Pas forcément qu'avec. On ne discute pas, d'ailleurs, jamais avec les partis en direct, mais plutôt avec les personnalités. C'est la République en marche, hein, ça, je veux dire, on n'est pas là pour regarder de quelle étiquette. Avec des maires avec des maires, avec des conseillers municipaux, des adjoints maires. Voilà. Vous avez des échos par rapport à ce qui se passe sur Limoges, par exemple? J'ai quelques échanges avec mes collègues de la Haute-Vienne pour savoir ce qui se passe sur Limoges. Il se passe beaucoup de choses sur Limoges, oui, ça bouge beaucoup, mais c'est très mouvant, donc d'une minute à l'autre, ça peut être remis en cause. Donc oui, on a des discussions, on a échangé encore avec Sophie Bonneau-Hubert la semaine dernière à ce sujet-là, mais voilà, pour le moment c'est pareil, c'est en cours de discussion. Donc c'est municipal, ça sera Vincent qui va piloter tout ça. Si vous voulez, on va parler un peu d'actualité locale pour commencer. La préfète de la Creuse a commencé à faire son analyse du département et on a notamment expliqué qu'elle était très surprise par le manque de vision stratégique de ce département. Ça a eu quelques répercussions au niveau des élus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que la Creuse manque de vision stratégique? Elle a été assez cash, hein, ça on peut pas dire, mais à la limite, ça me gêne pas tellement, au contraire. Ça fait bouger les lignes, ça fait réagir, et donc tout ce qui fait réagir est plutôt positif pour moi. Après, vision stratégique, il est évident, enfin je veux dire, je ne sais pas s'il manque les élus ou si tout le monde, ou si je ne sais pas qui a manqué de vision stratégique, mais ce qui est certain, c'est qu'on a raté un certain nombre de coches au niveau du développement de ce département. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des départements qui ont moins d'atouts que nous, qui ont moins d'accessibilité que nous, qui s'en sont beaucoup mieux tirés que nous. Donc il y a évidemment un problème quand même quelque part. Il y a un moment où on n'a pas su réagir suffisamment. Quand on voit des départements comme le Cantal, qui ont pas plus d'atouts que nous, qui n'ont pas plus de trains que nous, qui n'ont pas plus d'avions que nous, la situation du Cantal au niveau économique, c'est pas la même que la nôtre. Et la situation au niveau démographique, c'est pas la même non plus. Donc il est évident qu'on a raté un certain nombre de coches. Maintenant, peu importe le passé, on va dire, maintenant ce qu'il faut regarder, c'est l'avenir et voir où on va. Et se donner l'occasion de ce plan particulier pour la Creuse, on a mis tout le monde autour de la table, les élus, les responsables d'associations, tout le monde. Et maintenant, il faut qu'on développe cette vision stratégique et qu'on voit ce qu'on veut faire du département pour l'avenir. D'accord. Question d'actualité, l'affaire Benalla. Une question pour vous, Mme Berger, est-ce que vous... C'est pour toi, vas-y, on va commencer par vous. Est-ce que vous sentez un petit peu, comme à l'époque de l'affaire Fillon, est-ce que vous sentez un petit peu dans cette ambiance-là, vous l'avez connue aujourd'hui avec cette affaire Benalla, vous ressentez à peu près la même chose ou le même fond d'ambiance? Non, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est pas du tout les mêmes sujets, évidemment. D'autre part parce qu'on a ressenti, on a subi à l'Assemblée nationale une forme de guérilla parlementaire assez intense de la part des oppositions qui ont trouvé un terrain d'entente sur ce sujet-là, puisqu'on a eu une grande alliance de l'extrême droite et de l'extrême gauche, passant par les LR ou le Parti socialiste, parce qu'il y avait une volonté politique de créer une affaire d'État, là où clairement on voit, moi j'ai assisté à un certain nombre d'auditions de la commission d'enquête, on voit que c'est finalement l'affaire d'un individu. Donc pour vous, c'est pas une affaire d'État? Ça n'est pas une affaire d'État, ça n'est pas une affaire politique. Clairement, vous avez une personne qui était collaborateur à l'Élysée, qui ne l'est plus, puisqu'il a été d'abord sanctionné puis licencié, et qui est sorti des prérogatives qui étaient les siennes, de manière très claire, et qui a été sanctionné pour ça. Donc on n'a pas, c'est pas le président de la République, ni qui lui a donné l'autorisation d'observer, encore moins d'intervenir, ou qui lui a tenu la main pour qu'il ceinture un manifestant. Donc voilà. Par contre, il y a une volonté, moi je trouve qu'on le voit à l'Assemblée, les oppositions sont quand même aux abois depuis un an, ont beaucoup de mal à exister et à tenir un discours politique. C'est très significatif par exemple pour l'extrême droite. Moi j'ai pas vu Marine Le Pen pendant un an à l'Assemblée nationale. Je l'ai pas vue. Elle était absente des débats, y compris de ceux qui étaient censés être extrêmement importants pour son mouvement. Par contre, là, elle était présente. Elle était présente pour faire du chahut, pour faire de l'agitation et pour essayer de monter en épingle ce sujet-là. Et moi, je ne suis pas certaine que ce soit le sujet de préoccupation majeure des Français. Qu'il y ait des questions qui se posent et qu'elles puissent être légitimes, oui, la presse fait son travail, la justice va faire le sien, le Parlement a fait le sien, puisqu'on s'en est saisi, on a créé une commission d'enquête. Et si on ne l'avait pas souhaité dans la majorité, la commission d'enquête n'aurait pas pu exister.
Donc voilà, je pense que chacun est dans son rôle. Après, il y a clairement une volonté de monter en épingle pour essayer d'atteindre le président de la République. Et je pense que tout le monde l'a compris. Donc, et par rapport à ce que tu disais, c'est clairement aussi, je suis complètement d'accord, on parlait de vision stratégique tout à l'heure, ça traduit tout à fait l'absence totale de vision stratégique des oppositions. C'est-à-dire qu'elles n'ont rien à proposer, elles n'ont pas de propositions alternatives à faire. Et donc c'est beaucoup plus facile. Pour Madame Le Pen, c'est beaucoup moins fatigant aussi, ça nécessite beaucoup moins de travail de faire la mariole devant les caméras de télé en bossant pas les sujets que de travailler sur des amendements où son absence est assez remarquable. C'est une atmosphère que vous avez vécue, subie, je ne sais pas, à l'Assemblée nationale cette semaine. Vous la qualifieriez, cette atmosphère de violente? Oui, ça a été un climat qui était lourd, on peut le dire, parce que vous avez tout d'un coup une coalition des oppositions qui cherche, encore une fois, à atteindre la majorité, à atteindre le gouvernement, à atteindre le président de la République. Ça va continuer mardi, puisque les différents groupes d'opposition déposent une motion de censure contre le gouvernement. Je vous invite à lire les textes de ces motions de censure qui sont pareils d'une pauvreté politique assez impressionnante. On crée une commission. En fait, rien ne suffit jamais à l'opposition sur ce sujet-là, parce qu'à partir du moment où le seul objectif est d'atteindre le chef de l'État, d'atteindre notre crédibilité politique, rien n'est suffisant. Donc, on crée une commission d'enquête, mais on n'auditionne pas les personnes que l'opposition souhaiterait entendre. Enfin, ils veulent aller jusqu'à entendre le président de la République lui-même, ce qui est complètement contraire à nos institutions. Enfin, le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. Et ça s'appelle la séparation des pouvoirs quand même. Il souhaite entendre M. Benalla. Mais enfin, M. Benalla, il est mis en examen. On ne va pas l'entendre nous, c'est la justice qui doit l'entendre. On va l'entendre de quelle manière? Sans droit de la défense, avec une audition qui serait une sorte de pugilat et de tribunal populaire. C'est pas ça l'Assemblée nationale. La justice, elle ne se rend pas à l'Assemblée nationale. Par contre, que la commission d'enquête existe et puisse dire voilà, on identifie tel dysfonctionnement et les propositions pour les résoudre, c'est ça, là on est dans notre rôle. Mais on n'est pas dans notre rôle en jugeant un homme, et heureusement. Tout à l'heure, quand je vous parlais d'ambiance, c'était l'ambiance dans votre camp. Le camp Fillon, à un moment, a quand même vécu ce qui se passait jusqu'au bout. Là, aujourd'hui, on sent quand même que certains députés En Marche sentent aussi des choses de manière un peu douloureuse. Je pense au député du Morbihan, si je ne dis pas de bêtises, de la Bretagne, qui s'est exprimé, ancien des forces de l'ordre. Aujourd'hui, votre camp, vous le sentez comment face à cette motion de censure? Vous attendez ce qui est 100% de votre camp? Il n'y aura pas d'abstention? Juste sur la motion de censure, là, ça ne se passe pas comme ça. Les parlementaires ne votent que ceux qui sont pour la motion de censure. D'accord. Ça, c'est le processus de vote. Il n'y a pas d'abstention possible, pas de... Non, en fait, ne votent que ceux qui sont en faveur de la motion de censure. Donc en fait, seule l'opposition votera. On ne peut pas... C'est pas nous qui devons rejeter la motion de censure. D'accord. Donc ça, c'est sur les éléments de procédure pure. Il y a que si des gens de chez nous votent la motion de censure. Ça honnêtement, je ne crois pas. Non. Et je pense que là où c'est très différent de l'affaire Fillon, c'est qu'encore une fois, c'est pas une affaire politique. Déjà, d'une part, ce que je vous ai dit. Et d'autre part, je pense que ça a été un facteur qui a permis de souder encore plus la majorité. Parce qu'on a subi le feu nourri des oppositions. Et ça a permis au groupe parlementaire, nous on a vraiment vécu de l'intérieur, d'être encore plus solidaires. Parce que s'il y a bien une chose qui nous lie tous, c'est la loyauté et la fidélité envers le président de la République. Et ça, personne ne pourra jamais enfoncer un coin entre nous et le président de la République. C'est d'autant plus sur des critères qui sont des critères fallacieux, bidons, montés en épingle, etc., comme ça a pu être le cas. Et moi, j'ai vu un groupe qui était très mobilisé, qui était présent, qui est monté au créneau. J'ai vu des gens qui ne s'exprimaient pas d'habitude dans l'hémicycle, qui ont pris la parole, parce que justement, ils en avaient ras-le-bol d'être pris à partie et de se sentir comme ça mis en accusation, parce que c'était une forme de mise en accusation personnelle qu'on recevait. Et du coup, tout le monde est monté au créneau et je pense que ça a été un facteur vraiment de démonstration de la solidité. Je trouve que c'est bien senti au moment de la visite du président de la République à la Maison d'Amérique latine, où personne ne s'y attendait finalement, parce que c'était une visite surprise. Enfin, c'était Richard Ferrand qui avait organisé, bien sûr, mais les députés ne s'y attendaient pas. Je peux vous dire que lors de l'arrivée du président de la République, on a bien senti la ferveur qui était derrière lui et le fait que ça faisait du bien à tout le monde de le voir. Et je pense que ça lui faisait du bien aussi à lui de nous voir. Et voilà, ça a vraiment aussi traduit combien la majorité était soudée. Alors, Madame Berger, vous avez possibilité de mesurer une chose, c'est l'affaire Fillon, vous l'avez connue, cette affaire, vous la connaissez aujourd'hui. Quand vous retournez sur le terrain, quand vous allez sur votre circonscription, est-ce que, c'est pas du tout la même chose? Fillon, vous y avez eu droit lors des marchés, et en ce moment, c'est pas le cas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah, mais ça n'a rien à voir. Et ça, vous ressentez sur le terrain? Oui, mais parce qu'encore une fois, c'est pas une affaire politique. C'est-à-dire que l'affaire Fillon, c'est un homme qui se prétend être un homme d'État,
qui ment face aux Français et qui ment à plusieurs reprises. Qui ment en disant si je suis mis en examen, je renoncerai à être candidat à l'élection présidentielle, qui ment sur ses déclarations, sur ses enfants, on ne va pas refaire le match, tout le monde connaît l'histoire. Donc c'est quelqu'un qui est un ancien Premier ministre, candidat à l'élection présidentielle, qui vient devant les Français et qui leur ment. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe là, où c'est pas une affaire politique, et en plus, vous avez le président de la République qui lui se défausse pas. C'est quand même assez nouveau, c'est-à-dire que vous avez le patron, le chef, qui dit moi c'est pas la République des fusibles quoi. Je suis pas là pour actionner sur un bouton et dire la responsabilité c'est le sous-chef du bureau numéro 3, etc., etc. Ce qui a souvent été le cas, on a souvent été habitués à des hommes ou des femmes politiques qui se défaussaient. Et là clairement il dit voilà, s'il doit y avoir un seul responsable, c'est moi. Parce que je suis le président de la République. Et donc c'est pour ça, à mon avis, que déjà les gens font la différence. Et moi je vois sur ma circonscription, mais je crois que c'est pareil ici. Moi j'ai demandé à mes collègues aussi. Les gens, moi, n'en parlent pas. Enfin, vraiment. Je l'ai vu parfois sur d'autres sujets qu'on a pu voir, où les gens vous sollicitent directement sur les marchés, vous envoient des mails, ou sur les réseaux sociaux, etc. Vous envoient des messages privés, genre de choses. Mais là, non, mais parce que je pense que les gens ne sont pas dupes d'une tentative de créer une affaire politique, là où c'est une affaire individuelle, tout simplement. Je sais que vous aimez bien le ministre de l'Intérieur, vous l'avez dit. Vous avez regretté justement son comportement fusible et il n'était pas le trouver avec ce préfet? Non, mais absolument pas. On a un ministre de l'Intérieur qui est, moi, quelqu'un que j'admire, avec lequel j'aime beaucoup travailler, qui est très respecté, qui est venu devant la commission d'enquête et qui a répondu à toutes les questions des parlementaires, toutes sans exception. Une de ses réponses, et c'est pas moi, c'est le préfet qui aurait dû engager des poursuites. Il dit juste la vérité des choses. C'est-à-dire qu'en tant que ministre de l'Intérieur, la question qu'on lui pose, c'est est-ce que vous auriez dû actionner ce qu'on appelle l'article 40 et donc dénoncer les faits au procureur. La réponse qu'il fait, c'est en tant que ministre de l'Intérieur, de fait, tous les jours, potentiellement, j'ai des faits qui me sont remontés. Mais la responsabilité ne m'incombe pas, la responsabilité m'incombe d'informer la hiérarchie directe de la personne mise en cause. Parce que c'est à cette hiérarchie-là, à un moment, d'estimer si oui ou non il y a une légitimité à agir. Et d'ailleurs, il a donné les exemples des ministres de l'Intérieur qui l'ont précédé de gauche comme de droite, et qui n'ont quasiment jamais actionné cet article 40, parce que sinon, de fait, vous avez tous les jours des centaines, j'imagine, d'informations qui lui remontent, mais c'est pas sa responsabilité. Sa responsabilité, c'est d'informer, d'avertir immédiatement ce qu'il a fait, et après, c'est à la hiérarchie, ceux qui sont au plus près du terrain et au contact de ces individus, qui estiment s'ils doivent agir ou pas. Et de fait, par contre, lui, il a déclenché une enquête administrative, qui a rendu déjà ses conclusions d'ailleurs sur le mode de fonctionnement de ce type d'événements, des observateurs dans les manifestations, etc. Et on a en plus, nous, la commission d'enquête à l'Assemblée, une commission d'enquête au Sénat, et enfin une enquête judiciaire. Donc franchement, quand on nous dit vous essayez de protéger X ou Y ou d'étouffer l'affaire, avec 4 enquêtes en cours, franchement je trouve que c'est difficile de l'entendre comme argument. Deux dernières questions pour moi. La première, on entend dire que votre majorité a dit qu'il fallait tirer toutes les conséquences de cette affaire, qu'à la rentrée les décisions sont prises. Est-ce que ça annonce un remaniement ministériel selon vous? Est-ce que vous le souhaitez? Écoutez, tous les trimestres on nous demande s'il va y avoir un remaniement ministériel. Je pense que c'est pas la préoccupation de première, ni celle de Jean-Baptiste, ni la mienne. Nous on est au travail en tant que député. On a beaucoup de travail, on va avoir une rentrée chargée. Mais moi je travaille très bien avec le ministre actuel. Je ne vois pas pourquoi il serait remis en cause. Vous savez, à la rentrée, Jean-Baptiste il va démarrer dès la première semaine de septembre avec la nouvelle lecture du projet de loi sur l'alimentation et l'agriculture. Donc je pense qu'il va avoir un peu de boulot. Oui, c'est pas le moment de changer de ministre. On va très vite avoir le projet de loi de finances et le financement de la sécurité sociale avec des enjeux clés sur la dépendance, sur l'hôpital. Donc vraiment, on a du boulot, quoi. D'accord. Je sais qu'en vous entend certains au salon de l'agriculture, vous appelez le futur ministre de l'agriculture. Donc c'est toujours pas dans les cartons. Non, c'est pas dans les cartons, non, je vous rassure. Voilà, je m'entends très bien avec Stéphane Travers, il n'y a absolument aucun souci. Et on a cette loi agricole à terminer avant la rentrée, plus derrière, moi je vais être rapporteur pour avis du budget du ministère de l'Agriculture. Donc voilà, il y a le budget à préparer derrière, donc c'est absolument pas d'actualité. D'accord. Vous serez aux premières loges pour le futur PAC? Oui, avec le ministre fait beaucoup de choses déjà. Il a déjà fédéré un certain nombre de pays derrière la France pour refuser la proposition de la Commission européenne. Donc évidemment, moi je serai à ses côtés chaque fois qu'il en aura besoin. Et c'est vrai que je rencontre des parlementaires européens. J'ai rencontré un parlementaire européen
néerlandais. Je suis en train d'organiser une rencontre de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale avec la Commission agriculture du Bundestag, qui va se dérouler à Bruxelles dans le mois de septembre-octobre. On n'a pas fixé encore la date exactement. Et voilà, donc on travaille à échanger avec les parlementaires des différents autres pays pour arriver à trouver des positions communes sur la future politique agricole commune. C'est aussi voilà, à notre rôle, dans notre rôle législatif, j'essaye de rencontrer effectivement un certain nombre de députés des différents parlements, soit des parlements nationaux, soit du Parlement européen actuel, pour échanger sur la politique agricole commune et essayer de trouver une convergence d'intérêts. Merci beaucoup. Non, déjà, il y a une dernière question par rapport à cette affaire. Est-ce que vous ne pensez pas que ça, vous dites que c'est une affaire individuelle, etc., non politique, ok, individuelle, mais quand même, est-ce que ça ne révèle pas un mode de fonctionnement de l'exercice du pouvoir? Non, mais ce qu'a dit le président de la République quand on l'a vu, et je pense qu'il a raison, quand on parle de République exemplaire, rien n'empêchera jamais des erreurs individuelles. Vous pouvez mettre en place toutes les commissions d'éthique que vous voulez, de déontologie, etc., d'organisation interne. Vous ne pourrez jamais empêcher qu'une erreur individuelle existe. Par contre, l'exemplarité, c'est à partir du moment où elle existe, justement, on met tout en œuvre pour comprendre comment elle a pu exister et sanctionner si c'est nécessaire. Et la sanction est tombée. Et tout est mis en œuvre aujourd'hui pour comprendre les dysfonctionnements avec 4 enquêtes en cours. Et c'est ça, moi, qui m'importe. Personne ne peut prétendre qu'il n'y aura jamais d'erreur si c'est lui qui gouverne demain. C'est impossible. Comme aucun chef d'entreprise, comme aucun syndicat, quelle que soit l'organisation sociale, personne ne peut prétendre à ça. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'à partir du moment où une erreur existe, alors on est en capacité de l'identifier et de l'éviter la Tout à fait. Et puis le président de la République fait confiance aux gens, comme il se doit, et il fait confiance. Donc les gens font le travail pour lequel ils ont été choisis et sélectionnés. Après, voilà, il y a une erreur individuelle, il y a eu sanction derrière, voilà, parce qu'il a trahi la confiance du président de la République à un moment où il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait. Et voilà, mais c'est aussi le fonctionnement du président de la République où il fait confiance à ses ministres, fait confiance au Premier ministre, fait confiance à ses équipes au cabinet, il nous fait confiance à nous parlementaires. Voilà, mais après, la confiance, voilà, ça se mérite. Donc il faut être digne de cette confiance. Mais quand j'entends l'exercice du pouvoir seul et tout ça, c'est de la science-fiction. Enfin, je veux dire, il travaille avec le gouvernement, avec le Premier ministre. Voilà, on aura quelques échanges avec lui aussi. Voilà, il n'exerce pas le pouvoir seul. C'est une fable. Juste un peu de détail, vous êtes intervenu en documentaire sur l'histoire des Soudanais. Ça vous a un peu surpris de le voir pris, arrêté, conduit à l'aéroport, pas monter dans l'avion, revenir rechercher. Alors c'est pas moi qui l'ai chargé qui ai voulu le charger dans l'avion. Non, c'est pas moi qui l'ai accompagné non plus. Non, mais moi ce que j'ai dit, j'ai soutenu la préfète parce que c'était un cadre légal, c'était un Dubliné, donc il avait fait c'était pas si clair que ça. Oui, enfin, il nous explique, et ses soutiens nous ont expliqué qu'il était retourné en Italie. Il n'y a aucune trace du fait qu'il soit retourné en Italie quand on lui a demandé non plus. Donc il s'est quand même évadé du centre de rétention. Donc voilà, il y a beaucoup de points d'ombre dans cette affaire. Voilà, il faut respecter la loi. Après, il y a aussi un devoir d'humanité, clairement. Il semble que cette personne est intégrée là où il est allé. Mais il faut faire attention à ce qu'on fait, parce que quand j'entends certains élus se positionner en expliquant clairement qu'ils s'engagent à ne pas respecter la loi de ce point de vue-là, et qu'ils s'opposeront aux forces de l'ordre systématiquement à chaque fois qu'il y aura des menaces de reconduite à la frontière, il faut faire attention à ce qu'on fait quand même. C'est grave. Hein. Je veux dire, un élu de la République n'a pas, quel qu'il soit, n'a pas à s'opposer, il doit respecter la loi. Et en plus, c'est contre-productif. Enfin, je veux dire, on va faire quoi? De la Creuse, un endroit où les réfugiés vont pouvoir venir et où ils seront sûrs de jamais être expulsés? Ça va donner quoi comme conséquence? Ils ont réfléchi à ça, ces gens-là? Oui, une zone libre, ouais. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr que le camp de Grand-Sainte c'était une zone libre et que c'était formidable et que ça marchait super bien. Voilà, donc voilà, oui, mais enfin, ça risque d'être la conséquence quand même. Faut être responsable dans la vie. Il faut avoir une politique humaine en direction de ces réfugiés, c'est évident. Mais après, il faut qu'ils rentrent dans un cadre légal et en fonction de ça, ils seront traités de façon humaine et normale. Du cadre légal qui a été fixé et dont on a débattu encore cette semaine à l'Assemblée nationale. Ma question, c'est vous qui êtes intervenu ou pas? Non. Moi, j'ai essayé de calmer les choses, d'apaiser les choses le plus possible. Voilà. Mais après, je n'ai pas à intervenir dans une décision préfectorale de reconduite. Merci beaucoup.